Depuis la nuit des temps, les éléphants du Sri Lanka vivaient en paix avec les hommes. Ils habitaient les vastes jungles et n'approchaient que rarement les plantations et les villages. Pour les hindouistes, les éléphants sont les dignes représentants de Ganesh, dieu de la prospérité et de la fortune. Les bouddhistes les vénèrent comme un symbole de sagesse, de puissance, de protection. Depuis 2000 ans, les hommes du Sri Lanka ont même réussi à dresser ces monstres de chair. À travers l'histoire, leurs prouesses dans les travaux lourds ou lors des innombrables guerres ne se comptent plus. Au cours de fastueuses fêtes annuelles, ils ont même le privilège de porter sur leur noble dos les reliques vieilles de 25 siècles du Bouddha Sakyamuni. Aujourd'hui, les plantations et les fermes ont grignoté la plus grande partie des forêts tropicales dans lesquelles vivent les éléphants. Un problème d'espace se pose désormais. Les éléphants sont de plus en plus nombreux à visiter le territoire des hommes et parfois deviennent dangereux. Quant aux éléphants domestiqués, il en reste à peine plus de 200 et leur nombre diminue de mois en mois. Relever le défi du 3e millénaire semble difficile, et pourtant. Depuis plus de 20 ans, Taya Dayaz habite la petite ville de Polonnaruwa, à l'est du Sri Lanka, près des ruines d'une immense cité bouddhiste du XIIe siècle. Taya est journaliste écologiste, réputée dans de nombreux journaux nationaux pour sa plume efficace. Pendant plus de 15 ans, dans le cadre d'un projet scientifique, il a étudié les petits macaques à toques, nombreux dans les forêts qui entourent le site archéologique. En relevant précisément les marques naturelles que les singes portent sur eux, Taya fut capable de reconnaître plus de 900 individus de cette espèce. Il ne se doutait pas qu'il devrait un jour utiliser cette technique avec un autre animal qui jusque-là était absent des ruines. Il y a quelques années, des éléphants ont commencé à venir s'abreuver à un lac artificiel situé près de la ville. Petit à petit, ils ont traversé les plantations, puis les régions habitées. Les dégâts qu'ils occasionnent dans les plantations n'ont fait qu'augmenter au fil du temps. Aujourd'hui, Taya sait que dans la région, 2 mâles sont à l'origine de la plupart des ravages. Tout est bon pour dresser une carte d'identité aussi précise que possible des individus en cause. Cicatrices, dessins d'oreilles, de queue, présents sous nom de défense, traces de pattes sur le sol. Taya les signalera alors au ministère de la Faune, qui pourra les déplacer dans un parc national.
Dans les régions habitées, les éléphants sont principalement actifs pendant la nuit. La plupart des enquêtes de Taya commencent donc vers 19 h. Un éléphant est signalé dans une plantation voisine. L'éléphant est passé à la tombée de la nuit. Taya arrive trop tard pour l'observer. En quelques minutes, une dizaine d'arbres fruitiers ont été abattus. Par contre, il n'a presque rien mangé. Les éléphants raffolent surtout de riz. En plus de ce qu'ils écrasent, ils sont capables d'en ingérer plusieurs dizaines de kilos en quelques minutes. Au niveau national, les pertes qu'ils occasionnent sont lourdes. Quelques jours plus tard, Taya est prévenue qu'un éléphant blessé a été repéré par des paysans. Les traces rencontrées sur le sol ne laissent planer aucun doute sur l'état de la patte arrière gauche de l'animal. L'éléphant est finalement retrouvé. Il s'agit d'un gros mâle que Taya ne reconnaît pas. Pendant quelque temps, il reste en pleine eau pour soulager sa jambe blessée. Lorsqu'il se dévoile enfin, le spectacle est affligeant. Les paysans ne possèdent pas d'armes assez puissantes pour abattre un éléphant d'un seul coup de feu. Ce sont les infections qui le plus souvent finissent par le tuer. Trois jours plus tard, le cadavre est retrouvé près d'un village paysan. La crémation est un dernier hommage à l'animal sacré, avec lequel décidément rien ne va plus. Mais l'enquête de Taya ne s'arrête pas là, car les cendres recèlent un étonnant secret. Il suffit de fouiller un peu pour retrouver, fondus ou pas, les plombs que l'animal portait en lui de son vivant. Les statistiques de Taya sont stupéfiantes. Un gros animal peut transporter dans ses muscles jusqu'à 3 kilos de plomb. Après avoir essuyé des dizaines de coups de feu, comment s'étonner que certains éléphants deviennent de véritables tueurs? La nuit venue, certains quartiers de Polonnaruwa vivent au rythme des éléphants qui les traversent. Vers 19 h, de nombreuses familles se déplacent à pied et sans éclairage vers la télévision la plus proche pour voir le dernier feuilleton à la mode. Taya conseille aux passants d'être extrêmement prudents et surtout, la prochaine fois, de se munir d'une lampe. Il n'y a pas si longtemps, d'autres amateurs de feuilletons ont rencontré des éléphants et ils en sont morts. Soudain, c'est l'affolement.
Le vieil homme dit qu'un éléphant tourne autour de la maison de son fils, dans laquelle se trouvent 5 sacs de riz fraîchement récoltés. Si la première réaction est d'aller voir, la deuxième est la prudence. L'animal pourrait charger. Personne ne possédant de pétard dans les environs, l'éléphant commence calmement sa besogne. Son odorat développé lui permet de localiser précisément les sacs de riz frais. Au Sri Lanka, les scènes de ce genre ne sont malheureusement pas rares. Ce soir-là, par chance, personne n'était dans la maison à l'arrivée de l'éléphant. Car souvent, l'animal s'affole en entendant du bruit à l'intérieur et charge l'habitation jusqu'à ce qu'elle s'écroule sur ses occupants. Taya échange ses observations avec celles des paysans. Il explique que les éléphants à problème sont presque toujours des mâles, d'où l'importance de reconnaître précisément les individus vivant dans la région pour que seuls les animaux dangereux soient déplacés. Chaque fois qu'une maison est défoncée ou qu'un éléphant charge quelqu'un, Taya recherche sur le sol les empreintes du coupable. Les traces sont formelles. 2 éléphants seulement font régulièrement des ravages dans les environs. Taya veut maintenant mettre au point une technique facile d'identification des éléphants. Il semble que la forme de leurs oreilles varie considérablement d'un individu à l'autre. Mais pour que la technique soit valable, il faut d'abord la tester sur un grand nombre d'éléphants connus. Matériel de dessin en poche, Taya quitte Polonnaruwa pour la région de Kandy, où vit le plus grand nombre d'éléphants captifs du Sri Lanka. Sur son chemin, Taya fait une halte au parc national de Mineria. L'éléphant du Sri Lanka est une sous-espèce de l'éléphant d'Inde. Dans les savanes qui bordent les points d'eau, il est possible d'observer de nombreuses hardes, comptant parfois plusieurs centaines d'individus à la saison sèche. Les hardes sont principalement composées de femelles et de jeunes, les mâles adultes étant toujours périphériques, le plus souvent solitaires. Doués d'une grande intelligence et d'une mémoire légendaire, les animaux communiquent beaucoup entre eux. Leur régime alimentaire est strictement végétarien, herbes, feuilles et graines principalement, ce qui explique leur propension à piller les plantations humaines dès lors que leur domaine vital n'est plus suffisamment grand. Les mâles adultes entrent régulièrement en chaleur pour une période de 4 à 6 mois. Leur glande temporale exude alors un liquide gras et leur caractère devient irascible. À la moindre contrariété, ils chargent. Hormis les hommes et leurs armes, les éléphants ne craignent aucun prédateur. Les jeunes audacieux s'entraînent même dès leur plus jeune âge à n'avoir peur de rien.
Destination suivante, l'orphelinat pour éléphants de Pinahuela. Depuis 30 ans, cet orphelinat récupère des bébés éléphants dont la mère a été tuée, le plus souvent par des paysans. Aujourd'hui, l'orphelinat compte 62 éléphants. La plupart d'entre eux sont adultes et certains se sont même reproduits. Au petit matin, avant l'arrivée des visiteurs, les éléphants sont attachés. C'est le moment idéal pour commencer à dessiner des oreilles. Mais c'est sans compter sur la présence des petits qui adorent taquiner les nouveaux venus. Taya choisit une première étable dans laquelle vivent 6 éléphants âgés de 6 à 8 ans. Schématiquement, les oreilles ont 3 côtés principaux et c'est sur cette base qu'il va falloir détecter les variantes individuelles. Côté concave ou convexe, pli de peau extérieur ou intérieur, extrémité inférieure de l'oreille pointue ou arrondie, apparemment les différences ne manquent pas. Encore faut-il pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Comme tous les matins, les éléphants sont détachés peu avant 8 heures et se dirigent naturellement vers le sommet de la colline. L'orphelinat de Pinahuela démontre à quel point les éléphants sont des êtres sociaux. Tous les individus proviennent de lieux différents. Ils ont tous subi le traumatisme de la mort prématurée de leur mère et pourtant, ils se comportent ici comme dans une véritable harde. Au même moment, 2 soigneurs tentent d'isoler un bébé de sa mère pour lui désinfecter une petite plaie. Tout aurait pu se passer comme les matins précédents, mais la mère n'est pas de bonne humeur. Un cri d'alarme de sa part et immédiatement, la harde réagit. Quelques secondes plus tard, la mère est dans tous ses états. Les autres éléphants redescendent précipitamment la colline. Bientôt, l'altercation tourne à l'émeute collective. Les soigneurs connaissent leur métier sur le bout des doigts. Mais lors d'agressivité collective, mieux vaut être prudent, les accidents ne sont pas rares. La mère est enfin détachée, mais sa mauvaise humeur est toujours là. Finalement, une petite baguette suffira pour mater une émeute de près de 200 tonnes. Les oreilles ne bougent plus dans tous les sens, Taya peut à nouveau dessiner.
3 jours durant, aidé par les soigneurs, Taya peaufine ses croquis. Finalement, les dessins sont formels. Il est très facile de reconnaître tel ou tel individu éléphant sur la seule base d'un croquis, même sommaire, de l'une ou l'autre de ses oreilles. À Pinawela, l'emploi du temps au quotidien des éléphants est particulièrement plaisant. À 10 h, la harde est dirigée vers la rivière la plus proche pour un premier bain. À midi, retour à la colline, second bain dans l'après-midi, avant de revenir aux étables vers 17 h. Dessin d'oreille à la clé, Taya se lance dans un premier recensement des éléphants domestiqués du Sri Lanka. Une question ne cesse de trotter dans sa tête. Pourquoi leur nombre diminue-t-il aussi rapidement d'année en année? Tout près de Kandy, ce propriétaire possède 3 éléphants. Un seul animal est à la maison en ce moment et pour cause, il est en chaleur. Glande temporale en activité, caractère irascible, fuite d'urine permanente, mieux vaut rester prudemment à distance. Seul son soigneur, Maout en Cingalais, peut s'en approcher, mais pas sans l'avoir au préalable immobilisé des 4 membres. Il faut être particulièrement vigilant car l'animal ne rate pas une occasion pour expédier à la tête de son entourage ses restes de nourriture. Pendant près de 6 mois, sous l'emprise exclusive de ses hormones sexuelles, l'éléphant est inapte au travail. Le Maout, lui, ne connaît qu'un mot d'ordre, vigilance. So I was talking about the ears. Yeah. So this is the left ear of this Raja. Les engins motorisés, tronçonneuses et autres tracteurs ont petit à petit remplacé les pachydermes. Les régions montagneuses sont les derniers bastions où les éléphants restent compétitifs. Le travail est rude, mais les phases de repos et de bain sont respectées. Depuis plus de 2000 ans, les Sri Lankais capturent des éléphants sauvages pour les dresser. Les animaux étaient attirés dans un grand enclos appelé kraal, puis isolés et capturés avec l'aide d'éléphants domestiqués. Les nouveaux captifs étaient vendus aux enchères à de riches aristocrates. Mais les captures se sont subitement arrêtées en 1950. Taya devra enquêter plus de 6 mois avant de connaître la raison de cet arrêt. Entre Kandy et Colombo, Taya rejoint une manifestation publique d'éléphants. L'occasion est rêvée pour dessiner, questionner, observer l'état de santé des animaux. La manifestation est organisée par l'Association des propriétaires d'éléphants, créée récemment pour tenter de sauver de la disparition les derniers éléphants domestiqués du Sri Lanka. Les femelles en gestation ou en lactation ne pouvant pas travailler, la reproduction des éléphants domestiqués ne se pratique pas. Et comme la dernière ponction dont la nature date d'un demi-siècle, la population actuelle compte une majorité d'éléphants âgés,
qui meurent de vieillesse les uns après les autres. Retour à Polonnaruwa. La saison des moissons bat son plein et les relations avec les éléphants sont particulièrement difficiles. Taya rédige quelques articles et effectue sa revue de presse quotidienne. Tout ce qui touche aux relations homme-éléphant l'intéresse. Dans les campagnes environnantes, le riz est presque mûr. La nuit venue, il attire les éléphants comme une véritable drogue. La plupart des paysans ne dorment plus chez eux, mais dans leurs plantations. Chaque rizière est entourée de miradors. Tous les soirs, Taya est sur le terrain. Il connaît précisément les trajets des éléphants de Polonnaruwa. Les animaux viennent d'abord s'abreuver dans le lac ou dans les divers canaux d'irrigation qui en dépendent, puis ils rejoignent des régions moins habitées en dînant ici et là dans les rizières. Désormais, chaque éléphant est identifié par ses empreintes sur le sol et la forme de ses oreilles. La technique fonctionne à merveille. Le déplacement du premier mâle dangereux par le ministère de la Faune est prévu dans quelques semaines. Dans les miradors, les nuits se suivent et se ressemblent. Le jour tant attendu est enfin là. Le docteur Atapatou du ministère de la Faune arrive à Polonnaruwa avec une dizaine d'hommes. L'équipe se dirige vers le massif forestier dans lequel l'éléphant dangereux passe la plupart de ses journées. Après quelques minutes de marche seulement, l'animal est repéré. L'éléphant, un énorme mâle, est quasiment aveugle. Il est important d'approcher l'éléphant contre le vent, car s'il ne voit pas, son odorat fonctionne parfaitement.
C'est le moment le plus dangereux. Le docteur Atapatou est précédé de 2 assistants portant un fusil à pompe très bruyant. Ils tireront en l'air si l'éléphant charge dans leur direction après l'impact. Opération réussie. Quelques minutes plus tard, l'éléphant gît sur le sol à 300 mètres de là. He has been shot on both eyes. He's killed gunshots, yes. A massive animal, I'm sure. May Ranjit, this is the antidote I'm preparing. Les impacts de balles les plus récents sont désinfectés. Okay. Le plus rapidement possible, il faut attacher les 4 pattes à 4 solides arbres. Si l'éléphant reste couché trop longtemps dans la même position, certains organes internes pourraient être endommagés. Pour tenter de l'empêcher de piller régulièrement leur plantation, les paysans ont visé les yeux de l'animal. Pourtant, l'éléphant, quasiment aveugle, revenait toujours manger du riz. Pour endormir l'éléphant, le docteur Atapatou a utilisé un anesthésique très puissant. Ce produit ne fonctionne qu'avec un antidote. L'antidote administré l'équipe à 1 minute pour faire place nette. L'animal est conscient dès son réveil et donc extrêmement dangereux. Le nœud de l'une des attaches est en train de lâcher. Il faut attirer l'éléphant dans la même direction que la corde à détendre. Finalement, le monstre finit par se calmer. Le pauvre éléphant est criblé de balles de la tête à la queue. Taya comptera plus de 270 impacts sur le côté droit seulement. Il est clair que si les éléphants pilleurs de plantation pouvaient être identifiés et déplacés plus rapidement, on n'arriverait pas à une telle extrémité. Pour éviter à l'éléphant une trop longue captivité, la route permettant l'accès du camion de transport est tracée pendant la nuit. Vers minuit, le mastodonte avale pour la première fois de sa vie une nourriture que l'homme lui donne de plein gré. Le docteur Atapatou en est à son 111e déplacement d'éléphant. Le chargement de l'animal sur le camion ne l'inquiète guère. Il convient de tranquilliser l'éléphant de façon à diminuer son agressivité et sa force colossale.
Ensuite, les tracteurs entrent en action et pas à pas, le mastodonte recule. Taya savoure cette première victoire. Les paysans souffriront un peu moins et un éléphant va pouvoir retrouver dans un parc national ce qu'il avait oublié depuis longtemps, une vraie forêt, de vraies savanes. De plus, le déplacement du second mâle dangereux est déjà programmé. Entre-temps, Taya mène une enquête méticuleuse sur un autre sujet brûlant, les safaris touristiques à dos d'éléphant. À première vue, il pourrait s'agir d'une reconversion intéressante suite au désintérêt croissant des exploitations forestières. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples. À Abarana, en l'espace de quelques années, les safaris à dos d'éléphant se sont multipliés à grande vitesse. Mais si le transport d'hommes sur plateforme est une tradition millénaire dans d'autres pays d'Asie, comme l'Inde ou la Thaïlande, le Sri Lanka manque totalement d'expérience historique en la matière. Les fautes sont nombreuses. Un éléphant peut transporter 3 touristes sans difficulté, certainement pas 6 ou 7 à la fois. Il peut facilement faire 2 safaris par jour aux périodes de faible chaleur, certainement pas 5 ou 6, à tout moment de la journée, y compris aux heures les plus chaudes. Enfin, un éléphant ne reste en bonne santé que si la nourriture qu'on lui donne est fraîche et abondante. Apparemment, ce n'est pas toujours le cas. Cette situation inquiète fortement Taya, car 2 éléphants seraient déjà morts à Abarana. Il a décidé d'alerter l'opinion publique. L'ergonomie des plateformes est plus adaptée à la confection d'un mauvais lit conjugal qu'aux vertèbres dorsales d'un éléphant. De plus, le système d'attache rudimentaire serait avantageusement remplacé par de larges sangles qui répartiraient confortablement les pressions durant la marche. Mais quand Taya essaie de suggérer aux loueurs d'éléphants d'améliorer la qualité des plateformes, il n'est pas le bienvenu. Les safaris rapportent pourtant beaucoup d'argent aux loueurs d'éléphants, qui n'en sont presque jamais les propriétaires, et il paraît normal qu'une partie des bénéfices soit réinvestie dans le bien-être des animaux. Heureusement, Taya n'est pas le seul à combattre. Le docteur d'Angola, enseignant à la faculté vétérinaire de Kandy, dirige la clinique mobile pour éléphants de la Millennium Elephant Foundation.
Leur analyse de la situation concorde en tout point. À Abarana, les éléphants souffrent fréquemment de troubles au niveau du dos et de la poitrine sur le trajet des cordes. Comme les analyses de sang sont normales, le docteur d'Angola est formel. Les hématomes ne peuvent avoir qu'une origine traumatique. Taya et le docteur d'Angola vont tout faire pour que se mette en place au plus vite une stricte réglementation des safaris touristiques. Quant au travail du vétérinaire, il dépend entièrement du caractère de l'éléphant. Sur les conseils du docteur d'Angola, Taya rend visite à un très vieil éléphant qui appartient lui-même à un vieux propriétaire. L'éléphant est aveugle et très mal en point. Il ne mange plus et souffre de constipation chronique depuis 23 jours. Le propriétaire a 82 ans, l'éléphant 72. Depuis une dizaine de jours, le docteur d'Angola se rend tous les soirs au chevet du malade pour tenter de rétablir son transit intestinal. Les soins de base consistent à administrer au patient un lavement à l'eau savonneuse. Une 60aine de litres sont nécessaires. Dans un deuxième temps, il faut réhydrater et nourrir l'animal par le système du goutte à goutte. Encore une fois, les quantités à injecter sont énormes et la séance de soins se termine toujours tard dans la nuit. Malheureusement, 2 semaines de soins quotidiens ne parviendront pas à relancer le vieil organisme. À ce jour, l'éléphant est mort. Il faut espérer que cet éléphant ne soit pas le symbole finissant d'une tradition multimillénaire. Mais au fait, pourquoi les captures d'éléphants sauvages se sont-elles arrêtées brutalement il y a 50 ans ? Taya quitte les lieux avec un indice de taille. Le nom d'un homme qui pourra certainement le renseigner sur cette dernière capture, le dernier Kral, comme on dit au Sri Lanka. L'homme s'appelle Sam Alapata Jr. Ses confidences vont dépasser en précision tout ce que Taya pouvait espérer. Il y a plus de 50 ans, Sam Alapata Jr. était présent à Panamuré sur les lieux du Kral. Il en connaît tous les détails. Son père co-organise le Kral avec un célèbre député sri-lankais, Sir Francis Mulamuré. La presse suit la capture de près. Il s'agit d'un véritable événement culturel national. Soudain, Sam Alapata Jr. ouvre devant Taya un véritable trésor, un recueil inédit contenant les photos officielles du dernier Kral. L'album contient même un plan de l'enclos de capture. Il s'agissait d'un carré de 150 mètres de côté situé autour d'un point d'eau auquel les éléphants sauvages venaient régulièrement boire. Il suffisait d'attendre que les éléphants entrent dans l'enclos pour les emprisonner. La construction de l'enclos fut une énorme entreprise. 200 hommes y travaillèrent quotidiennement pendant plus de 6 mois. Début juillet 1950, l'enclos est terminé. 5 semaines plus tard,
18 éléphants sauvages en sont les prisonniers. Immédiatement, des centaines de touristes arrivent de tout le pays. Il faut dire que le spectacle est de taille. Une vingtaine d'éléphants domestiqués et leurs maouts entrent dans l'enclos. La technique, dangereuse s'il en est, consiste à isoler un à un les éléphants sauvages. Il faut ensuite attendre qu'ils se calment au contact des éléphants domestiques. Enfin seulement on peut les attacher par les pattes arrière. Mais à ce stade, d'autres difficultés apparaissent. The danger is at the hind feet, both, and they are coupled. À l'époque, les tranquillisants n'existent pas. Les animaux tirent tellement fort sur leurs cordes que de nombreux individus se blessent profondément. Les krals sont régulièrement critiqués par la presse, qui parle volontiers de cruauté à l'encontre des animaux. Mais cette année-là, un événement inattendu se produit. Un mâle en chaleur fait partie des 18 éléphants de l'enclos. Il est fou furieux et a failli tuer plusieurs personnes. En outre, il est impossible de l'attacher comme de le relâcher, car il reviendrait près de l'enclos dans la foule pour retrouver ses femelles. La mort dans l'âme, les deux organisateurs prennent la décision de faire venir un chasseur professionnel. Le 9 août, le mâle effectue sa dernière charge. Il meurt en quelques secondes d'une balle en plein front. Urinated. La presse s'empare de l'événement. Le mâle tué devient le symbole de la cruauté des krals. Certains journalistes n'hésitent pas à affirmer que l'éléphant était sacré. Dans les semaines qui suivent, le mouvement d'opinion est national. Le kral de Panamure sera le dernier du Sri Lanka. Supprimer une tradition pour des raisons de souffrance animale est infiniment louable. Mais 50 ans plus tard, le temps est peut-être venu de chercher une solution alternative, qui, sans capturer d'éléphants sauvages, maintiendrait un nombre minimum d'animaux domestiqués. Pour que la fête millénaire de Kandy, dans 10 ou 15 ans, ressemble encore à celle d'aujourd'hui. Quelques semaines plus tard, le deuxième éléphant dangereux de Polonnaruwa chemine paisiblement vers le parc national de Yala, au sud du Sri Lanka. Après une année d'enquête sur les éléphants de son pays, Taya est ravi des premiers résultats qu'il a obtenus. Mais son impression profonde est que le combat ne fait que commencer. Hébété par la route, l'éléphant n'entend même pas l'appel de la forêt toute proche. Il faudra que les hommes emploient une dernière fois la manière forte. Le Bouddha avait annoncé l'âge d'or 25 siècles après son passage sur la Terre. Autrement dit, maintenant.
Un âge où les hommes seraient en paix avec la nature. On dit que les prédictions d'un saint se réalisent toujours. Taya veut absolument le croire. Un jour, les hommes et les éléphants vivront en parfaite harmonie.